le semestre précédent a été la preuve que c'était assez nécessaire d'avoir ces enregistrements. Bon, très rapidement, je vais m'efforcer aujourd'hui de tester un certain nombre de technologies pour m'assurer que tout fonctionne à peu près correctement. À peu près correctement, ce ne sont pas les moyens Harvard, mais on fait aller. Pour cette première séance, je vois qu'il y a pas grand monde dans la salle en dehors de moi. Je vous montre pas la caméra, non, je vous montre pas la caméra, en fait. Je suis tout seul dans la salle, ce qui fait que, je viendrai ou pas directement, dans la salle, peu importe. En fait, juste pour me présenter très rapidement, je m'appelle Louis Chauvel. Je suis un spécialiste de l'analyse comparée des dynamiques d'inégalité sur la planète et notamment des conséquences sanitaires que cela engage. De toute façon, je suis pas sûr que la caméra soit de grande dimension quand je fais la présentation PowerPoint. Il reste que mon ouvrage le plus récent, qui date de l'année dernière, s'intitule La spirale du déclassement. Ça consiste à analyser la façon dont un certain nombre de pays comme la France, pris dans une dynamique de déclassement social régulier et de difficulté de maintien des jeunes générations issues des classes moyennes dans leur classe moyenne de départ, produit tout un ensemble de soucis et d'éléments de déstabilisation. Pardon. En fait, mon bouquin suivant s'intitulera, bon, top secret, je vous vends pas la mèche, mais j'espère que c'est pour septembre de l'année prochaine. J'avais, voilà, une quinzaine d'années écrit ce bouquin. Pardon, je vais peut-être le faire sur cette caméra. Les classes moyennes à la dérive. C'est sur la déstabilisation des classes moyennes dans les sociétés occidentales développées qui pouvaient déjà se repérer. Et encore avant, sauf que là c'est une édition de 2015, Le destin des générations. C'est un ouvrage aux presses universitaires de France qui s'intéresse à la façon dont les difficultés d'entrer dans la vie autour de l'âge de 20-25 ans, ou au contraire les opportunités liées à une accélération économique, peuvent marquer durablement pour toute la vie les générations qui ont rencontré un certain nombre d'opportunités, de chances, accélération économique, zéro taux de chômage et tout un ensemble de ressources de cette nature-là, alors que d'autres générations qui font face aux crises économiques, aux guerres, éventuellement aux épidémies, peuvent avoir plus de difficultés. Et cela fait apparaître un grand nombre de problèmes de justice entre générations, et donc la nécessité de faire exister des politiques publiques pour aider les générations plus en difficulté, de façon à accélérer l'emploi, par exemple, et au contraire d'être conscient du fait qu'il faut réduire, enfin disons que il faut inciter les générations plus chanceuses à s'investir dans l'avenir des générations suivantes. Je travaille aussi beaucoup sur les conséquences du déclassement social. Par exemple, avoir des parents très diplômés et se retrouver soi-même en difficulté socio-économique, et notamment en termes de conséquences sanitaires et d'autres natures. Je travaille donc beaucoup sur les inégalités entre générations et sur les inégalités à l'intérieur des générations. Je travaille beaucoup sur quelque chose qui s'appelle les classes sociales, c'est-à-dire sur les inégalités sociales dès qu'elles sont structurées durablement au long terme par des tensions, de la reproduction intergénérationnelle, par une conscience de classe consistant à être conscient de la position dans laquelle on se trouve socialement. Et enfin, j'insiste pas là-dessus. Ce sur quoi nous allons travailler surtout ensemble au cours de ce semestre relève des conséquences de ces éléments de déclassement et de violence entre classes sociales. Ce sont les tensions diverses que l'on peut mesurer et leurs conséquences en termes notamment de santé,
En termes de santé, mentale, c'est-à-dire, en termes de suicide, par exemple, et aussi, en termes, sanitaires d'autres natures, les drogues, dures, l'obésité, tout un ensemble de difficultés, sanitaires, précoces, de vieillissement précoce que l'on peut, repérer. Au cours des séances qui vont venir et surtout cette séance en fait est une séance plutôt de mise en jambe et notamment de mise en jambe technique de façon à faire en sorte que, l'outil fonctionne bien. En fait, à l'avance, pour les prochaines séances, je vous sonderai parce que je ne suis pas sûr que ce soit très utile que je sois dans la salle. Si je suis le seul à être, dans la salle, aussi, vous le comprendrez bien. Quoi qu'il en soit, je suis, comme en fait j'ai plusieurs fenêtres qui se superposent les unes aux autres, j'essaie juste de faire en sorte que ce que vous voyez corresponde à peu près, à ce que je vois et réciproquement. L'écran derrière moi n'est pas d'une utilité totale, il faut le reconnaître. On peut voir en abîme l'écran si vous voulez. Donc ce qui nous intéressera au cours des différentes séances, qui viennent, ce sont, la façon dont on peut concevoir, la diversité hiérarchique dans une société et comment on peut comprendre les disparités entre différents groupes, pas forcément hiérarchisés les uns par rapport aux autres. Nous allons essayer de concevoir les inégalités sociales, notamment du point de vue de la santé et nous focaliserons sur un sous-groupe particulier, dans, l'organisation des inégalités sociales sous-groupes au pluriel, qui sont les sous-groupes de pauvres dans une population et les conséquences, bien évidemment, en matière de, santé. Nous intéresserons aux conséquences en matière de santé tout à la fois à l'échelon individuel, c'est-à-dire que la pauvreté, les inégalités en particulier quand on se retrouve en bas de la pyramide sociale et les tensions entre différents groupes de la population renvoient à des risques sanitaires importants par des processus individuels. Mais nous nous intéresserons aussi aux processus collectifs, c'est-à-dire le fait que, l'inégalité et les pauvretés ne sont pas simplement une affaire des pauvres en tant qu'ils sont eux-mêmes pris à l'échelon individuel dans un réseau de contraintes et de difficultés. C'est aussi la société qui est menacée d'une certaine façon par le fait de l'existence de processus collectifs. On parle assez souvent de processus systémiques qui mettent en jeu la stabilité de l'état de santé d'une population. Et à partir de là, nous intéresserons à la façon dont certaines politiques publiques peuvent favoriser l'état de santé collectif de la population, alors qu'au contraire, et c'est particulièrement le cas assez souvent aux États-Unis, comment certaines politiques publiques dangereuses peuvent remettre en cause l'état de santé collectif de la population. Donc, d'une façon assez avancée, nous nous intéresserons à la façon dont il existe des systèmes de causalité dans l'état de santé des populations et nous intéresserons aux systèmes de santé qui permettent de comprendre, ce qui permet d'aller de difficultés sanitaires, enfin de difficultés socio-économiques, diverses, à une destruction de l'état de santé de la population et nous ferons, des focales sur un certain nombre d'enjeux centraux de santé, aujourd'hui. Nous insisterons moins sur la question de l'obésité qui a été abordée au cours du semestre, 1, de cet enseignement. Je précise que les 2 semestres sont relativement indépendants à ceci près que, si j'ai le droit de faire des répétitions, il ne faut pas non plus qu'elles soient trop nombreuses, au risque de lasser une partie de la population, dans la salle. Mais nous intéresserons à un certain nombre d'éléments, particulièrement problématiques dans le contexte d'aujourd'hui, le suicide
et les éléments de santé mentale liés, dépression et à l'échelon social, de risque, d'isolement et de solitude extrême de certaines parties de la population. Hem, je devrais normalement aborder un point extrêmement important, notamment pour les États-Unis, que l'on appelle opioid épidémique. L'épidémie des, painkillers, l'épidémie des sédatifs à base de substances, opiacées de synthèse, qui sont, aujourd'hui une source majeure de mortalité, un peu dissimulée par le Covid aux États-Unis, mais une source majeure de mortalité précoce aux États-Unis. L'année dernière, 70 000 personnes aux États-Unis sont mortes d'overdose, d'opioïdes, c'est-à-dire, d'analgésiques, à base d'opiacés, et c'est un problème de santé publique, extrême aux États-Unis aujourd'hui. Et bien évidemment, nous allons nous intéresser à, un objet, extrêmement important, vous n'en doutez pas, c'est, le Covid, 19. Toutes les questions que nous verrons, que nous aborderons ici, c'est un exemple illustratif, qui date déjà d'il y a 2 ou 3 mois. 2 ou 3 mois vis-à-vis du Covid, c'est comme si c'était, 2 ou 3 décennies, mais malgré tout, ce sont des structures, rigides. Ici, nous verrons comment on lit des graphiques aussi d'un point de vue méthodologique. Je m'efforcerai de vous montrer, de façon systématique comment on lit des graphiques et des tableaux. Ici, vous avez, par exemple, au Royaume-Uni, les taux de mortalité pour, 100 000 habitants, selon un âge standardisé, selon des pyramides des âges, standardisées entre les groupes, sociaux ou économiques que vous avez ici. Vous avez par quintile de la population, c'est-à-dire par, tranche de 20 de la population, du plus pauvre tout en haut au plus riche tout en bas. En général, on présente ça autrement, mais bon, c'est comme ça que le graphique est, produit par, le rapport dont vous avez la référence juste ici. Et qu'est-ce que vous voyez? D'abord, il y a une disparité de santé très forte entre les hommes et les femmes. Quel que soit le niveau de revenu, du ménage, les hommes meurent 2 fois plus souvent que les femmes au Royaume-Uni, du Covid-19. Vraisemblablement parce que les hommes, dissimulent, en plus du Covid, sont marqués, souvent, par des comorbidités, importantes, excès de cholestérol, heu, obésité, alcoolisme, tabac, difficultés pulmonaires, sous-jacentes. Donc les hommes meurent 2 fois plus souvent que les femmes, du Covid-19 au Royaume-Uni. Mais surtout, comme vous le voyez, les plus riches meurent, 2 à 3 fois moins, du Covid-19 que les plus pauvres. Et en fait, on trouve le même type de graphique aux États-Unis, par, groupe, ethnique d'appartenance, africaine-américaine, hispanique versus, blanc, population blanche, qu'on appelle parfois, caucasian, population caucasienne aux, États-Unis. Vous trouvez des structures semblables où, d'une façon générale, les groupes les plus favorisés, sont plus protégés, et les groupes minoritaires ethniquement, hem ouais, minoritaire est une façon, de parler, poliment, de différentes tensions ethniques que l'on a vues très fortement aux États-Unis au cours, des mois précédents, aux États-Unis et ailleurs aussi. L'ensemble des groupes en difficulté, l'ensemble des populations, modestes, faisant face à des difficultés collectives, sont marqués par un taux de mortalité, double ou triple par rapport à la population, majoritaire, relativement, protégée des classes moyennes. C'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai aux États-Unis, et nous verrons à quel point, c'est vrai aussi, dans d'autres, contextes. En fait, avant de passer, à la séance proprement dite, je voudrais, hem, vous
Je voudrais être sûr qu'un certain nombre, d'éléments, techniques, puissent fonctionner, correctement. Ce que je vous propose, à titre d'inscription, vous allez trouver ici, enfin, un certain nombre de documents. C'est pas très bien, c'est pas forcément très très rangé, pour l'instant. Vous avez une fiche de Google Forms qui va nous permettre, de voir un certain nombre, de choses. Vous aurez un quiz ensuite que je vais essayer de tester avec vous, pour voir ce qu'il en est. Hem, Vous avez ici ce qui s'appelle fiche étudiant. Je clique dessus pour aller en direction de quelque chose qui est relativement facile à faire, par vous-même et enfin, c'est une fiche d'inscription qui me permettra de mieux vous connaître, il y a rien de très secret là-dessus et en fait, je répondrai en même temps que vous aux différentes questions posées. Comme ça, il y aura une totale, transparence. Mais ça va me permettre effectivement de voir si les éléments de communication fonctionnent bien. Donc, mon nom, comme je vous l'ai dit, c'est, Louis Chauvel. Hem, Mon ordinateur étant à peu près en porte-à-faux, c'est pas terrible. Donc voilà, je suis un homme, hem, je bosse, dans le BSSE, mais j'ai des activités autres, mais vous pouvez vous-même répondre, autrement. Vous êtes bien, toutes et tous face à votre, fiche d'inscription? Oui, Merci beaucoup du feedback, ça m'est très utile. Donc, j'aimerais mentir sur mon âge, mais je vais quand même pas le faire. Je me vieillis juste de 3 mois. Je réfléchis, oui, c'est ça, c'est ça. À partir d'un certain âge, on oublie. Heu, Ça, ce sont des questions très mmh En allemand, j'arrive à lire, mais franchement à parler, non. Non, 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 non. Français, bon, voilà, vous avez compris. Oui, si l'anglais inclut aussi l'anglais de Bruxelles, si vous voulez, ce qu'on appelle aussi le Froglish, si vous voulez, je maîtrise parfaitement. Disons que j'arrive à lire des textes en portugais et ah, voilà, OK. Donc langue principale, je vous cacherai pas que c'est le latin, et le grec ancien. Non. Hem, Avec ce clavier-là, je vais pas avoir les les, heu, les cédilles, mais la correction orthographique me permet. Voilà. Autre langue, espagnol, chinois, qu'est-ce que je peux citer? J'ai quelques langues anciennes. Oui, bon, on va se calmer avec ça, le reste est pas très bon. Quel pays connaissez-vous bien? FR, allez, CN pour la Chine, US, j'adore, heu, UK, j'aime moins parce que, enfin, on pourrait en discuter. Qu'est-ce qu'on peut citer encore? IT, beaucoup. IT, c'est pour l'Italie. CH pour la Suisse, j'ai beaucoup, travaillé là-bas. Voilà, il y a une longue liste, vous pouvez mettre les noms en toutes lettres. Pour moi, ça m'est utile, ça me permet de mieux connaître vos éléments d'intérêt, de pays. Je suis allé, à 2 reprises au Brésil, c'est absolument fascinant comme pays par son niveau d'inégalité, mais aussi par, son niveau de dynamisme social. C'est absolument, extraordinaire. Je suis allé une fois au Chili et ch c'est vraiment très intéressant. Je m'y installerai certainement pas, mais c'est un pays que voilà. Allez, on va dire, Luxembourg, joie, pour différentes raisons. Ensuite, déjà travaillé, oui, plus d'un an, hem prof, heu, next. Est-ce que je dispose d'un ordinateur? Oui. C'est une question que je vous reposerai aussi dans un quiz, donc ne vous inquiétez pas. J'ai une tablette Android.
On va dire que j'ai d'autres choses aussi en parallèle. J'ai un deuxième ordinateur, voilà. J'ai utilisé un petit peu tout ça, voilà. Pas de surf. Beaucoup de Paul. Voilà. Alors, un grand merci pour vos réponses et je réponds donc, je vous en prie, voilà. Cela permettra pour moi, en particulier, de voir si l'outil fonctionne efficacement et ça sera utile pour différents échanges. Ensuite, je reviens en arrière. Vous avez tous fini votre questionnaire ou je vois un pouce actif. En même temps, il faut effectivement que je mette en multi. C'est exactement le contraire de ce que j'ai essayé de faire. Gentil ordinateur, réponds-moi positivement. Voilà, donc j'essaie de voir ce qu'il en est et j'essaie de mettre les photographies en quinconce. Bon, technologiquement, j'espère que ça s'améliorera progressivement. Voilà, je vois pas forcément tout le monde. Maintenant, si vous avez fini le questionnaire, j'aimerais surtout tester le quiz matériel. Le quiz matériel va me permettre de voir si en fait AHA Slides fonctionne mieux que Mentimeter. AHA Slide, c'est cette chose-là, quand on clique sur le lien. Bon, non, je regardais sur la chat. Si vous avez des difficultés de connexion ou d'accès à un lien, n'hésitez pas à faire usage de la chat et je vais essayer de vous guider. Mais c'est vrai que si j'ai pas de feedback, je risque d'avoir des difficultés. Et comme je vois pas tous les visages, plus tard ça marchera mieux, je vous le promets. Ah oui, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Excusez-moi, monsieur, Oui, vous m'entendez? Oui, oui. où c'est qu'on peut trouver le AA Slide? C'est toujours le lien dans Moodle? En fait, si vous revenez sur cette page-ci, vous voyez la chose, c'est sur la home page. J'appelle ça home page. Je devrais mettre home page en gros ici comme titre. Si vous cliquez ici, Oui. si vous cliquez ici, je vais le faire avec vous. Je fais plutôt avec un clic droit dans une autre fenêtre. Et voilà. C'est, ça va me permettre donc PC Windows, autres, bien évidemment, si vous suivez ce cours à distance, c'est que vous avez au moins un smartphone. C'est le point important. Je vais pour ma part essayer de voir. Haha. Je cherche mon compte. Haha Slide que je vais peut-être ouvrir plutôt sur l'autre ordinateur si j'y parviens. Oui, je reconnais que c'est fastidieux et c'est difficile à tester par soi-même à l'avance. C'est difficile à tester sans presenter slide matériel. Présentation. Je vais vous montrer ce que j'arrive à voir sur mon écran. Enfin, sur l'autre écran. Donc, nous sommes en train de switcher.
dans la langue de Shakespeare. Vous voyez le résultat? Est-ce que vous voyez avec moi, j'ai un ordinateur portable, Mac, PC, autre. Et donc, au fur et à mesure que toutes et tous vous cliquez, la l'histogramme va se constituer. Et donc moi-même, voilà, pour faire comme vous, je partage mes informations. Donc j'ai un ordinateur portable. Je viens d'envoyer mes réponses. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réponses qui sont à moi parce qu'en fait, je réponds au questionnaire par deux ordinateurs, euh, deux ordinateurs en parallèle. J'ai aussi un smartphone. Oui, personnellement, j'ai aussi un smartphone. Je regarde avec vous comment ça. Vous voyez ce que ça donne sur votre propre ordinateur? 4, 5, 6. Waouh, c'est. La réponse non m'étonnerait beaucoup, c'est vrai, je dois le dire. Mais slide suivante. J'ai un headset, casque audio plus microphone. Comme vous voyez, j'ai le mien, Summit. Euh, En fait, si vous êtes en mute, c'est pas un problème si vous n'avez pas de headset. C'est pas grave du tout. Mais à partir du moment où vous vous trouvez dans un contexte de cours avec plusieurs sous-groupes, avec plusieurs personnes avec leur ordinateur actif en même temps, en fait, le headset améliore considérablement la qualité de la chose. Donc, sachez que ça peut présenter un certain intérêt. French King, la Allô, première allô? fois là. Pardon? Euh, j'ai pas entendu. Ah. Non, pardon, j'ai parlé à mon frère, excusez-moi. Ah, ok, d'accord. Justement, en fait, c'est la gestion des audios n'est pas toujours, voilà. À la maison, j'ai un endroit à moi pour travailler confortablement. C'est pas toujours le cas. Si je pose la question, c'est qu'effectivement, dans un certain nombre de cas, les gens partagent une pièce principale, pas forcément très calme. D'ailleurs, quand je suis à la maison, j'ai pas vraiment d'endroit pour moi pour travailler confortablement. Quand j'y réfléchis bien, c'est pour ça que j'ai un bureau à l'université, mais et que j'aime bien venir à l'université aussi. Donc, ne répétez pas à ma famille, mais bon, voilà. N'insistons pas. Et aussi, il y a quelques personnes un peu attendez, j'ai pas fourni moi-même mes réponses. C'est quasiment immédiat. Je clique, effectivement, l'histogramme se complète. Ce ne sont pas des questions absolument vitales, mais voilà. En WebEx, je veux bien utiliser ma caméra. Oui, parfois. Non, en général. J'aime bien. Moi, je mets toujours oui, toujours, parce que c'est mon travail, donc voilà. Voilà, en WebEx, je veux bien utiliser ma caméra. Et c'est vrai que le constat, c'est que beaucoup de gens euh, n'aiment pas toujours mettre leur caméra, mais en même temps, c'est vrai que c'est la meilleure façon de faire du lien social. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de mieux échanger, d'avoir mieux en vue soi-même et aussi les camarades de classe. Comme vous voyez, la chat permet d'envoyer des messages. Si vous allez sur la chat, vous allez voir que à tout, vous pouvez envoyer des messages à tout le monde, mais aussi vous pouvez envoyer des messages secrets à d'autres personnes et je serai jamais au courant de ça. Voilà. Quand je ne veux pas allumer la caméra, c'est parce que euh, euh, pas prêt. Autre, voilà. Euh,
qu'on me... Voilà. Oui, on est limité à un nombre de caractères très court, donc voilà, je peux pas compléter. Ah, il veut pas de caractères spéciaux, donc pas d'apostrophe. Non, pas 3 petits points. Donc voilà, j'ai fait des petites réponses et normalement cette chose s'assemble en quand on est plusieurs à répondre. Quand on est plusieurs à répondre, on voit apparaître les phrases des uns et des autres. En fait, il faut. Voilà, j'ai failli mettre je suis en pyjama ou des choses comme ça. Je suis pas prête. Et moi, j'avais mis je suis pas prêt. Voilà, je suis pas prêt. C'est la réponse la plus habituelle. Je suis pas prêt. J'aime pas. Je suis en pyjama. Voilà, n'hésitez pas à rajouter des mots comme ça pour les personnes qui n'ont pas encore validé. Et donc, ça permet effectivement d'avoir un minimum de feedback, je veux dire, de retour sur information. Je vais essayer de d'écrire, oui, sphère privée, je suis pas prêt, ça ne marche pas, je fais autre chose. Oui, je fais autre chose, évidemment. Quand on fait du vélo d'appartement en même temps, on voit la personne en train de faire des efforts, c'est pas forcément idéal. Mais en même temps, c'est une façon de rester en bon état de santé en faisant des exercices à la maison quand on est confiné. Voilà. Donc là, ça m'a permis de tester la chose. Et ici, je fais Stop Sharing pour revenir à la présentation sous sa forme normale. Ce n'est pas forcément des outils absolument idéaux. J'essaierai dans une prochaine séance un autre outil de WebEx qui permet en fait de faire du polling, de faire de faire des enquêtes, sondages avec les personnes présentes. Mais c'est vrai que ça remplace pas les échanges oraux. Pour les personnes qui sont, pour les personnes un peu timides, enfin, un peu timides, bon, pour les personnes qui auraient des raisons de le faire, sachez que dans le nouveau WebEx, dans Stop Vidéo, vous avez une option qui permet en fait de transformer votre fond d'écran, enfin si vous êtes dans votre cuisine, si vous êtes dans votre salle de bain, si vous avez des choses à cacher, sachez que WebEx permet de changer aussi le fond d'écran. J'en parle parce qu'en fait, assez souvent, enfin en fin de je vais retirer ce stupide fond d'écran version New York de King Kong 1920. Je parle du film. Voilà. Donc, normalement, vous avez ici, voilà, mon fond d'écran n'est pas, mais disons qu'au moment des examens, je suis censé, en tant qu'enseignant, je suis censé faire un checking, un contrôle des identités. Donc en tout cas à ce moment-là, je suis bien obligé et parfois les gens acceptent moyennement parce qu'ils n'ont pas forcément ou elles n'ont pas forcément de correcte chambre dans laquelle travailler. Voilà, donc ça permet de conserver un minimum on dit comment, privacy? Un minimum de vie privée sans voilà. Mais c'est pas très compliqué non plus de changer l'organisation de son bureau et de faire en sorte que derrière soi il y a un mur ou une bibliothèque ou autre chose. Voilà. Donc nous allons essayer au fur et à mesure des séances prochaines d'améliorer l'utilisation de WebEx dans un contexte où visiblement tout le monde préfère WebEx plutôt que de devenir en salle.
Oui, je suis en train de poser la question que est-ce que juste quelques instants, vous pourriez tous et toutes allumer votre caméra, sauf si votre caméra est en panne, et me répondre par signe. Oui, je suis pas sûr que ce soit forcément. J'essaie de me mettre en face des ondes. Ça veut dire non. Ça veut dire oui. Et ça veut dire ne sais pas. En fait, je vois que Claudia, Rafi et Diana n'ont pas leur caméra. Si vous n'avez pas votre caméra, vous pouvez aussi me répondre par la chat en écrivant oui ou en écrivant non ou NSP pour ne sais pas. Diana Vallée, est-ce que vous êtes ici? Ah, je suis content. Rafi vient de se brancher, ce qui permettra de voilà. Je sais que voilà, c'est parfait. Et Claudia avait. Vous m'aviez dit que votre caméra était en panne? Donc qui disait que la caméra était en panne? Pardon, c'était Fanny Lavoie. Pardon. Et vous avez réussi, voilà. En fait, vous préférez ne pas venir à Belleval parce que c'est loin. C'est pas mon cas. Parce que c'est loin? Non? Non. Non, non. Ok. Parce que c'est loin. Parce que c'est loin. Ok. Je vois que pour Rafi, je suis désolé de vous appeler Rafi, mais c'est le nom que je vois. Donc vous êtes loin. Parce que vous avez peur du virus. Moi, personnellement, j'ai pas très peur du virus, comme vous voyez. Ça me, je suis même pas très inquiet. Euh, Avec cet angle-là, vous pouvez même voir la salle active, pas mal. Donc en fait, je vais essayer de trouver des raisons idoines. Enfin, peur du virus. Euh, les horaires ne sont pas pratiques. Les horaires sont pas pratiques. D'accord. Bon, disons que pour moi, l'horaire est moyennement pratique. Enfin, c'est surtout madame qui trouve que c'est pas le meilleur endroit pour mettre un cours parce que les enfants rentrant un peu plus tard à l'école, c'est voilà. Euh, qu'est-ce qui me manquerait? Qu'est-ce qui me manquerait comme explication? Est-ce que dans la chat, vous pouvez écrire la cause principale qui fait que, enfin, si pour vous l'horaire n'est pas pratique et voilà, si vous pouviez me dire exactement ce qui pourrait, enfin, la raison générale, ça me permet en fait, c'est pas à titre personnel ni individuel, mais ça me permet en fait de, voilà, d'informer Boris Traoré, le recteur et ainsi de suite, du fait que le comportement majoritaire consiste à ne pas venir dans la classe et pour telle ou telle raison, ça me permettra de savoir mieux. Donc, on répète, qui pense plutôt l'horaire n'est pas pratique? Les personnes qui m'avaient répondu l'horaire n'est pas pratique, n'hésitez pas à 1, 2, 3, 3. Pour les autres personnes, voilà, il y a une autre solution. C'est comme ça, mais je peux venir aussi en cours dans la salle. Non. Pour moi, c'est vrai, d'ailleurs, je suis dans la salle. Mais pour les personnes qui ne se sont pas exprimées, dans la chat, est-ce que vous pouvez donner juste un mot-clé pour dire ce qui... Voilà, enfin, disons que... Enfin, je précise, trop de bouchons le matin. Donc, oui, c'est vrai que... Qui pense qu'il y a trop de bouchons sur la route, trop de bouchons sur la route ou que les transports en commun sont pas pratiques? Trop de bouchons sur la route, c'est une réponse tout à fait légitime venant de Tania. Ensuite, j'anonymise, j'oublie tout en particulier, mais ça me permet effectivement de voir les différentes raisons.
Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, nous sommes au tout début du semestre, c'est la première session, c'est encore l'été, regardez dehors, c'est quand même pas mal, mais assez rapidement, nous allons passer à un moment où on va rapidement passer à un moment où les gens toussent, moi comme les autres, et que ça va rendre la situation sanitaire plus inquiétante. Peut-être qu'au bout du compte, le virus disparaîtra dans les 2 mois, mais personnellement, c'est pas ce que je sens, c'est pas ce dont j'ai l'impression, parce qu'en comparant, différents pays les uns par rapport aux autres, on voit qu'il y a un tas de pays dans lesquels ça continue de décoller, le Covid-19 continue de décoller. Donc voilà. J'ai, parlé pour l'essentiel, et d'ailleurs un peu trop. Je ne suis pas sûr de savoir pour tout le monde les raisons, les causes, exactes pour lesquelles mais pour lesquelles, je réactive les autres fenêtres et j'essaie juste de reprendre sur la home page que j'ai ici. Et si je fais share, vous l'avez ici. Oui, c'est ça. Éléments généraux avant que je rentre dans plus de contenu du cours. Donc, éléments généraux, nous avons testé un certain nombre de ressources électroniques ici. À la limite, le sondage oui/non est quasiment plus facile à utiliser que Mentimeter, que je connais un peu, Haha, Slides, que j'essaie pour la première fois. L'avantage, c'est qu'il est moins cher, et Google Forms, qui permet certainement d'avoir un certain nombre d'éléments de feedback. Sachez seulement que pour l'instant, je n'ai donné qu'une toute petite partie des documents. Ici, vous avez un livre que je recommande, mais je vais essayer de négocier gratuitement. Enfin, il y a quelques exemplaires, je crois, à la bibliothèque centrale de l'université. Et par ailleurs, je vais essayer de négocier avec l'éditeur un accès online. Je vous promets rien parce que voilà. Mais ce livre est très intéressant. Même s'il est québécois, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à un contexte sanitaire qui est assez différent de celui du Luxembourg. C'est un livre extrêmement utile en matière d'analyse du système des systèmes de santé. C'est une édition récente qui a dû être publiée en 2018 ou début 2019. Pardon, je bafouille. L'avantage du Québec, c'est que c'est un pays où le système social, sanitaire, de travailleurs sociaux et et d'expertise sur la société sont très fortement intégrés les uns aux autres, avec une efficacité de réflexion sur les bonnes politiques publiques qui en font plutôt un modèle sur tout un ensemble d'aspects de la santé. Évidemment, le paradis n'existe pas sur la Terre. Et par conséquent, le Québec présente un certain nombre de difficultés, notamment sur la gestion du 3e et du 4e âge, c'est-à-dire des maisons de retraite, si vous voulez. Et en particulier dans le contexte du Covid, le Canada, le Québec ne sont véritablement pas des modèles à suivre. En revanche, pour l'expertise sanitaire et pour l'organisation de la santé, le Québec est, enfin disons que plus exactement, cet ouvrage est extrêmement pertinent. Mais donc, ne l'achetez pas tout de suite, ou ne l'achetez pas pour l'instant. C'est quelque chose qui, enfin, normalement, je devrais pouvoir photocopier, scanner, pardon, les chapitres importants ou en extraire des éléments importants et ou vous mettre à disposition des ressources en ligne. C'est québécois, donc il ne faut pas dire online, du document en question. Un peu, pour faire un petit peu de narcissisme, vous trouverez dans le Luxembourgerland à cette adresse-là
une petite interview du mois de mai que le Luxemburgerland avait fait de mes propos sur le problème du Covid-19, qui n'est pas simplement un problème sanitaire, c'est aussi un problème social de déclenchement général d'une spirale de difficultés économiques et organisationnelles de la société. Et c'est un virus qui, a priori, devrait accroître les tensions entre les plus riches et les plus pauvres de la société, pas simplement américaine ou pas simplement luxembourgeoise, mais avant tout risque de déstabiliser très lourdement les gens qui sont moins en situation de se défendre contre le virus lui-même. Donc là, je vous ai donné, beaucoup d'autres documents viendront dans les séances suivantes, mais c'est pour vous signaler ce que la homepage est destinée à contenir. Et donc, juste à la fin, je l'ai déjà dit, vous trouverez des exemples typiques de thématiques d'examen où vous verrez un certain nombre de mots-clés dont on a déjà parlé. J'essaie juste voilà, j'ai fait stop sharing. J'essaie juste de passer un slide. Juste à titre d'indication, je vais refaire un sondage. Qui a suivi le premier semestre BSSE 1? Par définition, j'ai disparité et inégalité sociale en santé, semestre 1, qui est assez généralement suivi dans... voilà. Donc, je regarde les noms. Voilà. Diana Vallée avait suivi déjà un semestre dans le passé, si je ne me trompe pas. Et Madame Claudia Carvalho, vous aviez suivi le semestre 1? Yes? Non? Oui. Oui. Diana Vallée aussi. Donc, malgré tout, autre personne ayant suivi le semestre 1, non, c'est pas, je reconnais pas en même temps, comme c'était par Webex et en caméra, en général avec la caméra éteinte, c'était difficile voilà. Donc ça va m'amener à faire un certain nombre de rappels. Il faut que je fasse share maintenant. Il faudra que je fasse un certain nombre de rappels à quoi je consacrerai la première séance, de façon à partager un certain nombre d'éléments communs. Donc rappel de base et des compléments la semaine prochaine. En fait, le début du cours nous amènera à nous intéresser aux grandes notions mettant en jeu santé et société, qui nous permettent de comprendre pourquoi la santé est à la limite l'objectif central avec l'éducation, permettant de juger de la qualité du développement d'une société. Le troisième objectif, en plus de santé et éducation, d'une façon générale, beaucoup de philosophes sociaux soulignent le fait que l'on devrait légitimement évaluer le meilleur développement d'une société au sort que cette société fait aux plus pauvres et aux gens les plus en situation de fragilité et de difficulté. Et de ce point de vue-là, si on s'intéresse au développement économique, les États-Unis et peut-être un peu la Chine maintenant sont les sociétés économiquement les plus développées. Le Luxembourg aussi compte parmi les sociétés économiquement les plus développées. Dès lors qu'on s'intéresse à la question de la santé, ni la Chine ni les États-Unis ne se trouvent au sommet du développement des sociétés. Du point de vue éducatif de la puissance de rayonnement des universités, peut-être que les universités américaines sont proches du sommet du succès de développement social qui place les États-Unis dans le haut de la fourchette des pays les mieux développés.
La Chine a encore à se développer beaucoup et vraisemblablement le Luxembourg aussi. Mais si on s'intéresse effectivement au sort fait aux plus démunis, les États-Unis sont peut-être l'un des exemples de pays marqués par des difficultés évidentes, extrêmes, extrêmement problématiques pour le développement du XXIe siècle. Pour les États-Unis eux-mêmes, simplement parce qu'il y a un sacrifice social massif d'une partie presque majoritaire de la population américaine du point de vue notamment de son état de santé. Et nous verrons donc parmi ces objectifs globaux comment la santé est certainement l'un des objectifs les plus importants. Nous intéresserons, ce sera la semaine prochaine, aux grandes approches éthiques en matière de santé publique. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, notre diagnostic sur l'état de santé de la population doit aussi amener à réfléchir aux priorités d'intervention en matière de politique publique d'état de santé. Est-ce qu'on doit d'abord s'intéresser à la santé des jeunes, à la santé des âgés, à la santé des riches, à la santé des pauvres, à la santé des femmes, à la santé des hommes? Il existe tout un ensemble il existe une multidimensionnalité des populations prioritaires ou non prioritaires, et aussi en termes d'objectifs de santé, est-ce qu'on doit privilégier la longévité? Ou est-ce qu'on doit réduire au plus bas la mortalité des jeunes générations? Ce sont des objectifs extrêmement variés de santé publique qui correspondent à des choix éthiques et de philosophie sociale dont on discutera au cours de la séance prochaine. Un point extrêmement important sur lequel j'incite énormément sur le premier semestre et qui doit être présent, mais je développerai moins que dans le premier semestre du cours, la question des régimes d'État-providence. Ce sera pour la prochaine semaine. En fait, les régimes d'État-providence permettent de comprendre que les pays que l'on connaît autour de la planète, notamment les pays développés, ont des principes d'État-providence, ont des régimes d'État-providence extrêmement contrastés entre les pays nordiques, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande, qui ont des objectifs de santé publique en général consistant à rehausser au maximum les classes moyennes et les classes ouvrières de leur propre pays. Alors que les catégories pauvres et les catégories en difficulté de santé sont moins prioritaires et les classes moyennes supérieures le sont moins. En revanche, l'Allemagne, la France, le Luxembourg aussi ont des approches d'État-providence totalement différentes des pays nordiques, nous le verrons, et nous verrons aussi que les approches d'État-providence des régimes libéraux, dits libéraux comme aux États-Unis, sont encore d'un type différent, et nous verrons comment typologiser les régimes d'État-providence, qui sont en quelque sorte l'organisation générale et les objectifs généraux de chaque pays vis-à-vis de son système de santé, mais aussi d'éducation et plus généralement de redistribution sociale des ressources publiques et donc en général des politiques publiques, notamment de santé, mais pas exclusivement de santé. Je regarde comment mes slides. Voilà. Donc, très rapidement, en fait, uniquement pour planter le décor, pour passer en revue les grandes définitions de la santé telles qu'on les voit en politique sociale, en politique publique et en philosophie sociale du développement humain. Que signifie pour vous la santé? En fait, c'est quasiment une question de cours. C'est une question de cours qui était sortie, de cours et de réflexion qui était sortie voilà 2 ans. Que signifie pour vous la santé? Argumentez, expliquez dans vos propres mots en vous basant également sur ce que l'on a vu en cours. La définition de Descartes vis-à-vis de la santé. La santé, c'est le bien fondamental, le summum bonum,
le summum bonum selon vos cours de latin faits en allemand ou par des profs allemands ou par des profs français d'origine. C'est la conservation, la conservation de la santé est le bien premier dont dépend tous les autres biens disponibles. C'est Descartes, c'est le discours de la méthode. C'est l'idée générale selon laquelle la santé, plus généralement la vie, est le bien le plus sacré, le plus cher entre tous, dont dépend tout le reste. Je précise que cette première définition philosophique ignore bien évidemment un certain nombre d'éléments qui mettent en jeu le quatrième âge et les soins palliatifs, les dernières semaines et les derniers jours de la vie d'un grand nombre de non pas simplement d'aînés, mais en général de gens dont la santé est extrêmement défaillante, notamment de cancers en fin de trajectoire, ou parfois le meilleur état de santé, enfin disons que la santé et la vie ne sont pas forcément le bien premier. Certains souhaiteraient simplement connaître la phase suivante. Nous pourrons en débattre ensuite. Et ça met en référence le philosophe Georges Canguilhem. Georges Canguilhem a écrit dans la même collection que Le destin des générations de Louis Chauvel il y a une cinquantaine d'années. Georges Canguilhem définissait la santé comme la vie dans le silence des organes. Et qu'effectivement, pour un certain nombre de victimes de cancer généralisé, les souffrances extrêmes en fin de vie suscitent un débat sur lequel je préfère ne pas prendre position sur faut-il ou non contribuer à aider les personnes en fin d'existence, en souffrance extrême, à améliorer leurs conditions de passage dans l'autre monde, si vous voulez, ou en tout cas de leur passage vers la mort. Ça met en jeu tout un ensemble de réflexions philosophiques sur la santé comme étant la vie dans des conditions de réponse organique et somatique la meilleure possible. Et cette meilleure santé organique, c'est souvent le silence des organes. Personnellement, je ne suis pas sûr que ici comme ailleurs, Georges Canguilhem fournisse les définitions les plus utiles. Assez souvent, la santé, ce n'est pas le silence des organes. Quand on écoute de la musique, quand on déguste un bon vin ou tout genre de choses, je passe à la liste. Le silence des organes, c'est pas exactement ce qu'on cherche le plus, mais je ne m'étendrai pas sur cette question-là, bien évidemment. Surtout, en fait, en matière de santé publique, la définition de l'Organisation mondiale de la santé en 1946, qui a été améliorée au fur et à mesure, mais cette définition-là, sauf erreur de ma part, est celle de 1946. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. J'insiste sur le social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ou de souffrance, mais en un élément, je complète la phrase de l'OMS, en une jouissance parfaite de toutes les capacités somatiques de son propre corps et de son propre esprit. Et ça renvoie effectivement à la question du sport, à la question de l'utilisation de son esprit, de son cerveau dans les meilleures conditions sociales. Et je vous avais ici la référence pardon, c'est ici que ça se passe. La référence au lien au préambule de l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'une des organisations qui a été fondée par l'Organisation des Nations Unies avec le Bureau international du travail, avec la FAO, c'est-à-dire l'alimentation mondiale et
et ce type d'organisation. En fait, et là je commence tout de suite avec les questions qui fâchent, mais je développerai cela beaucoup plus la semaine prochaine. Nous, ces questions de santé ne sont pas simplement, ne doivent pas simplement intéresser les classes moyennes intermédiaires avec un objectif moyen de succès de développement économique. Nous savons aussi que toute société est organisée en groupes différenciés. Ces groupes différenciés peuvent être des groupes non hiérarchisés en tant que tels. Les hommes et les femmes ne sont pas a priori hiérarchisés, même si les salaires sont différents, donc inégaux. Hommes et femmes sont à situation d'égale dignité et de droits humains. La même chose pour les personnes appartenant à différents groupes ethno, culturels, religieux et ainsi de suite. Nous sommes dans un monde où les êtres humains sont à égalité les uns vis-à-vis des autres. Mais il existe parmi les êtres humains égaux en théorie des hiérarchies intrinsèques que l'on ne peut pas ignorer dès lors qu'on s'intéresse aux questions d'état de santé. Au cours des semaines prochaines, nous verrons aussi beaucoup de sociologie des inégalités sociales. Ces questions de sociologie, j'y rentre rapidement par une affiche typiquement bilingue et marxiste d'inspiration. En fait, il faudrait que je retrouve l'institution qui est à la base de cette pyramide bilingue du début du XXe siècle. Vous avez une hiérarchie verticale. Je dis pas que c'est la façon dont je me représente le monde, et je ne dis pas non plus que c'est la seule façon de se représenter le monde social, mais cette représentation du monde social a été profondément agissante au XXe siècle pour changer l'histoire des sociétés au travers de mouvements sociaux plus ou moins radicaux, plus ou moins sociodémocrates ou au contraire communistes, ou leur opposé fasciste ou capitaliste ou autre. Cette affiche d'origine plutôt ouvriériste et d'origine marxiste est extrêmement bien connue et montre en fait une traduction en langage commun de la pensée marxiste qui est évidemment beaucoup plus élaborée que cette quasi-caricature. Donc en fait, tout en bas, vous avez la classe ouvrière. Nous travaillons pour vous et nous sommes affamés. Euh, nous vous nourrissons tous. Il y a des gens qui sont en état de famine dans ce contexte de production alimentaire. Au-dessus, vous avez la classe moyenne des bourgeois et des grands bourgeois. Nous mangeons pour vous, d'autres boivent. J'essaie juste de faire appel. D'autres boivent pour nous tous. Nous les voyons ici. Cet ordre social est organisé par une force politique matérielle qui est représentée par la police et par l'armée. Nous vous fusillons, we shoot at you. C'est un peu critique radicale, hein. Je précise que cette vision du monde n'est pas forcément la mienne. Cette vision du monde, en revanche, a été extrêmement agissante. Il y a eu certainement une part de réalité aussi au début du XXe siècle. Nous pourrons en débattre le moment venu. Vous avez au-dessus les structures juridiques, religieuses, oui là surtout religieuses en réalité. Dans certaines variantes de cette pyramide, vous avez à l'évidence un professeur de droit. Ici, ce sont uniquement des religieux. Le personnage à gauche en toge rouge, s'agit-il d'un
d'un cardinal, enfin je vois relativement mal. Peut-être s'agit-il d'un grand maître de loge maçonnique ou bien d'un prêtre antique. Je ne sais pas exactement quel personnage dans Nous vous trompons, We Fool You, qui en fait représente, vous vous rappelez Karl Marx, qui parlait de la religion comme l'opium du peuple. Pour les gens qui souffrent à l'intérieur du peuple, selon Karl Marx, la religion avait un rôle d'analgésique. Si vous souffrez, vous avez le choix entre les opioïdes, les aspirines un peu renforcées d'un côté, ou la religion de l'autre. Ce n'est pas moi qui parle, hein, je précise, ce n'est pas ma philosophie sociale, encore que. Enfin bref, je n'insiste pas là-dessus. Tout au-dessus, enfin encore au-dessus, vous avez l'organisation politique l'organisation politique du système. Vous avez le Premier ministre, vous avez l'empereur, vous avez certainement des entrepreneurs. Et encore au-dessus, c'est le capitaliste, avec l'idée marxiste selon laquelle ce n'est pas, ce ne sont pas des gens, enfin le capitalisme ne sont pas avant tout des gens, c'est une organisation matérielle guidée par l'argent. C'est-à-dire qu'on aurait beau faire disparaître tout ce beau monde, le capitalisme resterait comme puissance agissante. Bon, je précise tout cela simplement parce que cela existe et à un moment, il faudra que l'on travaille un peu plus sur l'organisation, sur la façon dont on se représente les inégalités sociales et l'organisation sociale. Et l'un des auteurs principaux en la matière, je précise bien évidemment que ce n'est pas le seul, on le verra, l'un des auteurs principaux, Pierre Bourdieu, a proposé il y a maintenant une quarantaine d'années, à une époque où le chômage était très faible et à une époque où la nouvelle pauvreté n'était pas encore apparue, Pierre Bourdieu avait proposé une lecture, un schéma de catégorisation ou de classe sociale que je vous présente en copier-coller ici, qui est simplement stratifié verticalement de haut en bas selon les ressources disponibles. Et en fait, Pierre Bourdieu insistait sur la diversité des capitaux. Le premier axe principal est avant tout une division, relève avant tout d'une division économique, mais ce n'est pas la seule. La division culturelle, pour simplifier, la division en termes de diplôme, c'est une extrême simplification de la pensée bourdieusienne qui correspond à ce que Bourdieu appelle le capital culturel en combinaison avec le capital économique. C'est ce premier axe vertical de haut en bas entre les catégories dominantes qui disposent de tout et les catégories les plus modestes, les classes populaires, voire encore au-dessous les catégories que Karl Marx appelait le Lumpenproletariat, c'est-à-dire le prolétariat le plus en difficulté. N'hésitez pas à intervenir et c'est vrai que, par exemple, en me faisant signe au travers de la chat, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. Et que la combinaison donc de ces capitaux culturels et économiques sont l'axe principal vertical de division des sociétés. Il existe d'autres capitaux dont on verra l'importance, mais le schéma de Pierre Bourdieu est intéressant dans la mesure où il signale le clivage à l'intérieur de chaque classe sociale entre, à gauche, les gens qui disposent de plus de capitaux culturels, notamment de diplômes et moins de capitaux économiques, versus de gens caractérisés par l'opposition inverse, c'est-à-dire de gens plus souvent entrepreneurs qui disposent de capitaux économiques, d'épargne, de titres de société, soit dans la haute bourgeoisie en tant que grands patrons, mais aussi d'exploitants agricoles plus vers le bas, enfin d'exploitants agricoles dont les terres n'auraient pas une valeur très importante. Je ne parle pas ici d'exploitants agricoles qui auraient leurs terres au Kirchberg, bien évidemment. Et que donc la division droite-gauche que vous avez sur le schéma,
qui est aussi une vision et qui est aussi une division politique droite-gauche, met en référence l'opposition entre les instituteurs, les travailleurs sociaux, tout un ensemble d'agents culturels ou sociaux, en général liés à la fonction publique ou aux politiques publiques, versus à droite, sur une relative égalité de combinaison de capitaux globaux, étant pardon, c'est sur voilà, en tant que capitaux globaux. Donc à gauche du schéma, vous avez les populations qui disposent de plus de ressources éducatives et de moins de ressources économiques, versus son contraire. Et en fait, nous verrons les apports du schéma de Pierre Bourdieu de compréhension des inégalités sociales et des conséquences sur l'état de santé. Et nous interrogerons, bien évidemment, parce que ce schéma a une quarantaine d'années, ce qui se développe de plus en plus dans un grand nombre de sociétés, même développées, c'est-à-dire un retour de la pauvreté. Si quelqu'un veut intervenir, n'hésitez pas à le faire. Je vois de temps en temps apparaître potentiellement la voix de quelqu'un. Non, n'hésitez pas à prendre parole ou bien intervenir au travers de la chat. Mais donc, en fait, au cours de la semaine prochaine, nous verrons, parce que là, c'est un peu court dans les 3 minutes qui restent, nous verrons les différentes formes de division sociale qui enrichissent la vision de Pierre Bourdieu, pour voir ce qui se développe aujourd'hui aussi par rapport aux difficultés sociales de la population. Nous intéresserons notamment à la nouvelle pauvreté, aux divisions croissantes entre groupes sociaux, notamment d'origine culturelle, ethnique ou raciale. C'est difficile en tant que francophone de parler de division raciale, mais c'est de plus en plus présent dans les débats internationaux à cause liés au contexte américain. Donc je passe rapidement sur cette slide-là et sur cette partie-là. Donc au cours de la semaine prochaine, j'insisterai juste sur, enfin disons que je ferai un certain nombre de grands rappels du semestre précédent en faisant différentes synthèses. Pour les personnes qui ont déjà connu le premier semestre, ce sera de la répétition. Mais comme je le dis très souvent, en latin de cuisine, Pedagogia de repetitio arte est. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. Et pour les deux personnes qui ont connu le semestre 1, j'insiste fortement sur le fait que la dernière slide du semestre 1, c'était ce que l'on appelle la courbe d'incidence hebdomadaire du Covid-19 jusqu'au mois de fin mai, avec l'explosion au Luxembourg, qui a été la nation numéro 1 pour cause de forts tests réguliers de la population, et que à la fin du mois de mai, on avait l'impression que le Covid était maîtrisé au Luxembourg. En fait, mauvaise nouvelle au retour des vacances, enfin, en cours de vacances, vous avez ici les pointillés, pardon, je vais essayer de rapprocher mon ordinateur écran, voilà. Ici, vous avez le Luxembourg au mois d'avril. Au mois de mai, début juin, le Covid-19 avait quasiment disparu. Mauvaise nouvelle, tout début août, le Luxembourg est devenu pays numéro 4 dans le nombre de tests positifs rapportés à la population. Mais évidemment, le Luxembourg teste beaucoup plus que le reste de la population, le reste des pays. Aujourd'hui, le Luxembourg est plutôt en état de relative maîtrise du Covid. La France est passée largement devant au cours au cours de la semaine passée. Israël est très très loin devant. Israël reconfine.
C'est-à-dire que les écoles repassent en online, toutes les universités repassent en online, les cérémonies familiales, religieuses, etc. sont interrompues. Donc voilà, au Luxembourg, on est 5 fois à un seuil 5 fois moins élevé qu'Israël, mais en 3 semaines, on peut rattraper très, très facilement, très rapidement. L'Espagne est aujourd'hui très très haute, alors que l'Espagne allait très bien au mois de juillet. Donc voilà, les craintes pour l'Allemagne, pour le Luxembourg aussi, ce sont les retours de vacances et les retours donc de Covid. Nous saurons au cours des semaines prochaines ce qu'il en est. La France que vous avez ici était relativement bien située, comme l'Espagne d'ailleurs, et maintenant la situation se dégrade très rapidement. Ici, vous avez la Suisse. J'insiste pas trop sur les différents points que je présente. Et ici, l'Irlande. Je m'intéresse à l'Irlande parce que l'Irlande était en Europe, l'un des pays où le Covid était au plus bas au mois de juillet et donnait l'impression d'une maîtrise de la situation. Donc, au cours de ce semestre, nous allons suivre régulièrement les nouvelles informations qui viennent du Covid, son extension et aussi les conséquences en termes d'inégalité de santé dans la population, qui subit le Covid-19 d'un point de vue simplement sanitaire et qui subit aussi le Covid-19 en termes d'inégalité sociale de santé, en termes de chômage croissant, en termes de difficultés sociales et économiques. Ce sera ce que nous développerons aussi au cours des séances, qui viennent. Et je fais stop sharing, ce qui m'amène à